Oui, bonjour à tous. Donc, Luc vient de nous parler des ruines. Je vais vous en montrer quelques-unes dans le sud du Massif central parce que, autant visiblement, on peut que vous remercier et tous les acteurs de la région de travailler sur la restauration et valorisation, autant dans nos régions d'Occitanie, la restauration et la valorisation, notamment des dolmens et des pierres dressées, excepté les statues menhirs, ne sont pas un point bien fort, ni d'ailleurs sur la recherche. Donc là, vous avez une image de la chaîne des Bondons que nous a présenté déjà Luc tout à l'heure, mais on va y revenir. Alors c'est, que je ne me trompe pas, est-ce que c'est ça? Oui. Donc pour situer le cadre, c'est dans le sud du Massif central, dans cette zone ici, où il y a une forte concentration alors là, ce sont des dolmens, dont une grande partie a été relevée. Donc en gros, c'est dans les 5000 dolmens, en incluant le Lot, qui sont dans cette région, qui sont en rouge sur la carte. Vous avez la Méditerranée donc ici. En bleu, ce sont les pierres dressées dont on voit sur la... Alors, où est-ce que je suis ici? Qui vont sur un axe nord-est, sud-ouest, au sud du Massif central. Et puis l'aire des statues menhirs du groupe Rouergue qui sont ici avec 160 monuments, parce qu'il vient d'en être trouvé 2 autres récemment, et l'aire des statues menhirs du Languedoc oriental qui sont dans cette zone plutôt à l'ouest de la vallée du Rhône. Dans le cadre géologique, on est surtout sur des terrains, pour les dolmens essentiellement sur des terrains calcaires, ce qui est en bleu. Est-ce que ça marche ici? Oui, voilà, qui est en bleu dans toute cette zone. Mais pas mal de dolmens débordent dans les terrains granitiques ou de gneiss, notamment dans ces zones ici aussi. Par contre, les statues menhirs, elles, ne sont jamais sur les domaines calcaires, elles sont toujours sur les domaines de grès et de granit. Alors que ce sont les mêmes populations à la même période qui les font, même population que les dolmens. Les dolmens, on connaît les contenus des chambres sépulcrales. Leur construction sur 5000 monuments, on doit en connaître moins de 5. Datation de construction, et pour les pierres dressées qui ne sont des menhirs, ce qu'on pourrait qualifier de menhirs, là je crois qu'on n'en connaît aucune datation fiable dans cette région. Pourtant il y en a près de 2000 quand même, des menhirs qui sont plutôt de vrais stèles parce qu'ils sont beaucoup plus élaborés. Enfin, ce ne sont pas des pierres brutes pour l'immense majorité, mais on va voir quelques-unes. Donc un paysage minéral qui est très prégnant, avec une alternance de vallées, de plateaux, notamment de plateaux calcaires ou dolomitiques, avec de vrais ruiniformes qu'on a ici, avec des colonnes naturelles de rochers, et puis un peu plus au sud des grès permiens rouges. Donc l'état des lieux, on a donc je viens de le dire, des environnements très variés, avec des plateaux, des vallées, des falaises, des ruiniformes. Mais il y a aussi de nombreuses cavités karstiques et abris rocheux dans le domaine calcaire qui ont été utilisés pour faire alors là, elles n'ont pas été creusées, mais elles ont été utilisées pour faire des sépultures. Donc la question, c'était de savoir si ces monuments avaient été mis en scène dans les contextes naturels ou en lien avec ceux-ci. Alors pour la chaîne des Bondons, Luc l'a évoqué tout à l'heure, on a plus de 150 mégalithes aujourd'hui qui sont redressés, dont une partie a été redressée, pas tous, mais une partie assez importante, qui vont de quelques dizaines, moins d'un mètre jusqu'à ici, plus de 6 mètres de haut, et qui sont dans un contexte de ces 2 pêches qu'on a ici, très particulier, à la périphérie, et qui, sans doute, moi, de mon point de vue, évoque des saints par sa forme. Et donc, je ne pense pas que ce soit le hasard qu'on ait près de 200, parce qu'il y a dû y en avoir beaucoup plus, beaucoup ont été utilisés pour faire des constructions, plus de 200 pierres dressées, dont certaines sont très bien mises en forme, qui ont été construites par hasard autour de ces 2 pêches. Pour les statues menhirs, par rapport au paysage, il n'y en a pas beaucoup où on peut dire qu'il y a des insertions particulières, si ce n'est peut-être autour de Montalet, du pêche de Montalet qui domine la région à 1259 mètres d'altitude ici, et autour duquel on retrouve pas mal de statues menhirs, dont la plus grande qu'on connaît, je crois, en Europe, si ce n'est peut-être une en Catalogne maintenant qui est un peu plus haute, mais celle-ci fait près de 10 tonnes et plus près de 4 mètres de haut, donc c'est une grande statue menhir. Mais sur l'insertion dans le paysage, c'est la seule qui est peut-être en place. Mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Par rapport au statut menhir et à l'environnement géologique ou au paysage, on a dans une zone des statues menhirs schématiques comme celle-ci qui sont trouvées à proximité des mines de cuivre, systématiquement à proximité des mines de cuivre. Et celle-ci a été trouvée
a été trouvé juste sur un atelier de métallurgie du cuivre, dont vous avez les dates ici, avec un niveau dont on ne sait pas s'il a de la métallurgie qui est ici à 3200, 3300, mais sur près de 3 mètres, ici, on a de la métallurgie entre 2900 et 2500 avant Jésus-Christ. Et la stèle était dans cette zone, mais qui est très érodée parce que le ruisseau avait débordé et avait enlevé tous les sédiments. Donc on ne sait pas trop quelle est sa date, mais c'est certainement autour de 2500 avant Jésus-Christ. Et c'est la phase terminale probablement de ces statues menhirs. Mais il y en a 5 autres qui sont vraiment en lien avec les mines, donc je ne sais, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas c'est clair que c'est un lien avéré. Bon, je vous ai mis quelques statues menhirs Oergat classiques juste pour vous les montrer, parce que bon, vous êtes loin de la zone, mais certains les connaissent, mais pas forcément tout le monde, où on a des statues masculines armées, ici, avec un poignard, une hache, un arc et une flèche, parfois des vêtements sous forme de draperie ou verticale, et puis des statues féminines avec des colliers, un sein qui est ici, des pendeloques, et d'autres qui ont été, comme celle-ci, qui est une statue féminine à l'origine sculptée en ronde de bosse, qui a été masculinisée par gravure d'un poignard et d'une hache. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les dolmens, plutôt les monuments funéraires dans les paysages, avec des points remarquables. On a pas mal de dolmens à des interfaces de paysages. Par exemple, celui-ci qui est ici, qui est au sud, qui domine au sud une grande dépression de grès permien, et au nord les plateaux calcaires des Grands Cosses, du Larzac, etc. Et celui-ci qui est sur une butte, sur un cairn assez élevé avec une grande dalle d'ognomogistie qui doit faire une vingtaine de tonnes, qui est juste au-dessus de la vallée du Tarn, qui est en contrebas. Vers le sud, il y a les Grands Cosses, et au nord, il y a les massifs granitiques du Leveso. Récemment, une découverte le dolmen, lui, était connu depuis longtemps, mais par contre, les structures qui étaient au dos du dolmen n'étaient pas connues. Un dolmen qui est ici, qui était masqué par les buis, tout ça a été nettoyé l'année dernière, donc il y a 70 mètres d'ici à ici. Et ce dolmen, il est sur un point remarquable où au nord-nord-est, on retrouve les falaises ici du Cosse du Larzac, qui sont un peu plus hautes, qui sont 100 mètres plus haut, et dans lequel on trouve de nombreuses grottes, dont celle éponyme du groupe culturel qui a occupé toute cette région, qui s'appelle le groupe des Treilles. Ce grand monument vu de dessus, après nettoyage, donc on a le grand dolmen qui est ici, et personne n'avait vu un tertre de 50 mètres de long qui est à l'arrière, avec 3 grandes structures en pierre, dont on ne sait pas à quoi elles correspondent pour l'instant, parce qu'elles n'ont pas été étudiées ni fouillées. Mais en surface, on voit quand même des parements et peut-être même une pierre verticale ici, dans cette zone, qui pourrait bien être une tombe mégalithique. Donc on les a vus en vue un peu plus proche. Donc des fois chez moi en plaisantant, je dis c'est Priscilla Charrière sans le tumulus au-dessus. J'exagère un peu parce que c'est peut-être pas tout à fait ça, mais bon, voilà, c'est un peu dans l'ordre d'idée. Et ici on avait fait, ça c'est le dolmen tel qu'il est aujourd'hui, effondré avec la numérisation en 3D, en photogrammétrie, et sa reconstitution avec la table qui a été remontée comme ici, alors qu'elle est cassée en deux dans la réalité. Les outils numériques sont formidables aujourd'hui. Il y a des particularités architecturales en lien avec les matériaux dans la région. Il y en a beaucoup. Ça a été très peu évoqué, mais il y en a pas mal. Ici, le dolmen de la Baume, avec peut-être un menhir en réemploi comme table, mais on n'en est pas sûr que ce soit en réemploi. Est-ce que la table a été taillée de cette forme, en amande, avec un calcaire qui ne vient pas de la zone. Et quelque chose d'assez fréquent dans la région, c'est le choix d'utiliser des matériaux différenciés entre les deux orthostats, où côté droit, quand on rentre dans le dolmen, on a souvent des dalles assez granuleuses, et côté opposé, des dalles lisses, avec ici des micro-fissures, dont certaines ne sont peut-être pas toutes naturelles. Il faudra vérifier si on n'a pas de la gravure refaire des photogrammétries de cette zone, de cette dalle en entier, pour voir s'il n'y a pas de la gravure là-dessus. On a aussi un lien avec les choix des matériaux ou des représentations dont je ne
que je ne sais pas expliquer, des tables très particulières. Le dolmen de Malmacolès, qui est ici, ils ont fait pivoter la table pour le fouiller, qui se présente avec un long appendice, ici, et une forme extrêmement particulière. Je ne connais pas d'autres tables de cette forme dans la région. Et ici, le dolmen des Fadarelles sur le coste du Larzac, qui a été bien lui aussi taillé avec une mise en forme des extrémités de cette table qui est très particulière. On peut y voir, faire d'appareils d'Oli et voir des choses. Maintenant, moi je dis que peut-être c'était une Gibson à Johnny, mais je ne sais pas. Elle était un peu costaud puisqu'elle fait quand même 6 mètres de long. Dans les choix des matériaux dans les dolmens, on a aussi le dolmen de Boussac. Alors lui, pour la chance, il est assez bien conservé. Là, on voit ce que vient de dire notre ami Luc, avec la table qui s'est appuyée sur la dalle de chevet qui est taillée en arrondi. Et sous la pression, la table de chevet a cassé. Aujourd'hui, le cairn, il est en dessous. Normalement, il aurait dû être... Il y a eu un affaissement, un effondrement. Enfin, la table devait poser sur le cairn, elle est largement importante. Et elle a cassé la dalle de chevet. Et à l'intérieur, les gens du néolithique ont cherché des blocs là. Alors là, par contre, les 2 piliers comme la table sont dans un matériau particulier qui a gardé des empreintes d'un banc rocheux spécifique et qu'ils ont utilisé pour construire. Et là, notamment, le pilier sud est parfaitement conservé, où on a l'empreinte. Alors la table est beaucoup plus usée et le pilier droit aussi est beaucoup plus usé, mais il y a les mêmes empreintes. Ces dolmens, ces particularités géologiques étaient plus ou moins connues, mais il y a des choses remarquables qui ont été découvertes relativement récemment, notamment suite à la découverte du site du Bois de Moussu, dans une vallée du sud d'Aveyron. Donc c'est une vallée encaissée sur un chaos rocheux à flanc de montagne, dans un endroit assez difficile d'accès. Le site a été découvert d'abord par la mise au jour d'une grande table qui est ici, dans un environnement très végétalisé à l'époque. Alors pour le comprendre, le site, j'ai dû quand même nettoyer les mousses, là, désolé pour le grès a priori résiste très bien quand même au phénomène d'altération. Ce sont des conglomérats de grès qui sont extrêmement solides. Il y a bien sûr de l'érosion. Et une grande table qui est ici, qui a été taillée avec le sommet, avec un épaulement, une tête et un autre épaulement, et probablement un amincissement dans cette zone. Vous avez les dimensions, donc c'est quand même une table qui fait près de 20 tonnes et près de 5 mètres de long, ce qui est quand même considérable. Ce qu'on ne comprenait pas, c'est ce qu'elle faisait cette table dans ce travers, mais en cherchant autour du site, je me suis aperçu que le site, en fait, c'était un vaste site qui fait près de 300 mètres de long, qui est ici. Au nord, un paléochenal, donc c'est une grande dépression qui fait 100 mètres de large et 10 mètres de profondeur par rapport à la barre rocheuse qu'il y a ici au centre. Et au sud, il s'est produit un énorme glissement de terrain qui a emporté toute la montagne sur cette zone, sauf dans cette partie-là, ici, et dans la partie ouest et la partie est. Et là, sur une sorte de promontoire, d'énormes blocs ont glissé de 50 cm à 1 mètre vers le bas. Mais des blocs qui font certains peut-être 1500 tonnes ou 2000 tonnes. Et sur des épaisseurs très, très importantes. Le glissement de terrain a concerné ici une épaisseur de 15 à 20 mètres. Il est parti entre 500 000 et 1 million de mètres cubes vers la rivière qui est 300 mètres en contrebas. Et dans cette zone, non. Et dans cette zone non plus. Donc ça s'est conservé. Mais ça a créé d'énormes failles dans lesquelles on peut pénétrer ici, même ici, on peut y pénétrer et que vous allez voir qui ont été utilisés par les hommes du néolithique pour construire les monuments. Enfin, ils ont construit des monuments sur cette fracturation naturelle. Donc là, voilà ce que permet aussi la 3D quand on fait de la photogrammétrie. J'ai reconstitué une partie du site. Ça m'a fait tourner l'ordinateur un petit moment quand même, parce qu'il doit y avoir 600 photos pour faire reconstituer ça dans une forêt, donc c'est pas très simple. Donc on a la grande table qui est ici, et on a un réseau de failles qui est ici, qui passe sous le dolmen, qui vient ici, qui vient rejoindre une autre faille transversale ici. Et ici on a d'énormes blocs qui font 5 à 6 mètres de haut, et 5 mètres de côté qui se sont effondrés. On voit le vide qu'ils ont laissé ici et ici. Et ici aussi, ce bloc-là, il venait ici.
celui-là, là, il venait s'ajuster sur cette partie-là. Et ces failles, en fait, elles ne sont quasiment pas visibles puisqu'elles ont été bouchées ici. Et sur la zone haute, elles ont été fermées bouchées par des pierres verticales qui sont mises de champ de part et d'autre. On en a ici, on en a de ce côté. Mais on a quand même un petit trou qui permet d'y pénétrer où on peut descendre à 4 mètres de profondeur. Et on voit des aménagements en pierre dressée, en tout cas mises de champ, au fond de la faille, avec le départ d'une autre faille qui va vers la zone du dolmen. Donc en fait, toute cette zone ici a glissé vers ici, et toute cette zone, tout cet énorme bloc a aussi glissé vers ici. Donc ça a dû secouer quand même quand ça a bougé. Et on a tout un système d'aménagement et de construction qui sont ruinés, bien sûr, dans cette zone, avec une statue menhir là, et là, quelque chose de particulier, où on a un accès à la faille par un soupirail qui a conservé son aménagement qui est ouvert, comme on va voir. Alors ces failles, on les voit comment l'hiver, alors on les voit sur le terrain, mais au début, moi je ne les avais pas vues. Mais en hiver, si on y va en plein hiver, quand il a neigé, comme c'est des failles extrêmement profondes qui ont des volumes d'air considérables, quand il neige ou qu'il fait froid, l'air chaud naturellement il remonte et il va il va faire fondre la neige et la glace à l'aplomb des failles. Il agit comme un chauffage par-dessous. Et l'été, c'est l'inverse, c'est de l'air frais qui remonte par différence tout simplement thermique. Donc on pouvait bien le voir là, quand il y avait la neige sous la zone. Et on voit ici le soupirail avec l'humidité qui sort de la faille. Et quand, bon là on ne le voit pas bien sûr parce que c'est une image fixe, mais il y a un courant d'air permanent, mais comme on va voir tout à l'heure. Donc un aménagement particulier. Et mes parents savaient que dans cette zone, puisque moi j'habite là juste à côté, j'ai mis 30 ans pour le trouver, après 30 ans d'archéologie, mais bon, quand même, je l'ai trouvé. Mon père m'avait dit, il faut aller voir dans cette zone, parce que l'hiver, quand il y a... Alors pas là où il y a le dolmen, c'est l'autre côté, à 300 mètres. Il y a une zone où quand il fait froid, ça fume. En fait, c'est juste un phénomène de convection, d'air chaud qui remonte et humide, et quand il sort dans l'air froid, il condense, comme nous quand on respire. Et donc j'y étais un matin avec des collègues aussi, on y est revenu, et quand on y est au lever du jour, on a des phénomènes de convection, condensation, qui se produisent à la sortie de la faille et au niveau du dolmen. Donc ce qui est tout à fait spectaculaire. Alors là, c'est une image fixe, je n'ai pas le film, mais on l'a filmé aussi. Et ce qui est quand même, je crois, très particulier, je crois qu'on voit là quelque chose qui a guidé la mise en place de ces monuments, tels que les néolithiques l'ont sans doute vu, même si c'est un phénomène naturel, ils ont dû y voir quelque chose de symbolique. Donc la statue menhir, elle est ici, alors je vous l'ai montré. C'est une statue atypique qui n'a rien à voir avec le groupe Rouergue, qui est probablement plus ancienne. Donc le site, il y a d'autres structures, et il y a 5 points de convection-condensation sur ce site, sur 3 hectares. Les 5 points abritent des structures tumulaires, alors pas avec des grandes tables comme l'autre, mais ici on a un grand tertre qui est ici, avec un cairn ici, et où on a certainement un pilier qui sort de l'autre côté, là on ne le voit pas, mais qui doit être une tombe, un tumulus classique. Hein. On a un petit dolmen qu'on appelle les deux avec un pilier stèle qui est ici. On a classique, 6 ou 7 mètres de diamètre, un pilier. Alors ce qui est moins classique, c'est qu'on a juste un pilier qui sort avec même un petit apex au sommet, et on a des petites dalles de char à fleurs qu'on ne voit pas bien là, qui marquent la chambre funéraire. On a une quatrième structure dans la zone qui est délimité par les traits rouges, qui est un petit cairn marqué par une petite stèle qui est au bout, qui est bien plantée d'ailleurs, qui ne bouge pas, et avec une autre stèle ici à sommet arrondi qui est effondrée, une autre qui est ici, qui présente une cupule, et un effondrement ici qu'au départ on ne comprenait pas, mais en fait, quand on regarde, parce que là-bas on a un vide de 10 mètres, il y a le paléo chenal, on a un effondrement en fait du cairn dans la faille qui est sous-jacente. Donc ils ont aménagé de nouveau ça. Alors je ne vous les ai pas tous mis parce qu'il y a d'autres cairns comme ça à l'autre extrémité et des pierres dressées aussi dans la zone. La question c'était de savoir si c'était un cas unique. Ben non, dans la région,
Après observation, 30 km de là, il y a sur la petite ville de Saint-Afrique, qui est en milieu, qui est au-dessus un plateau calcaire, on a eu un effondrement géologique exactement du même type qu'au bois de Moussu, avec une pente de la montagne qui est partie dans la vallée, et un petit promontoire qui est délimité ici, qui a glissé lui aussi, et qui a fait un réseau de failles transversales qu'on voit aujourd'hui, on peut voir les entrées des failles, notamment dans cette zone, et on les voit bien là, dans la zone du dolmen, qu'on va voir. On a 5 dolmens sur cette zone, ici, ici, là, ici et ici, et une stèle mégalithique, une petite stèle mégalithique qui est ici. Le numéro 1 du mât de l'Archer, lui, il est construit sur une faille qu'on a ici, on devine en creux, alors là on n'a pas nettoyé, donc on n'a pas eu accès aux failles, mais on la voit bien sur le terrain, on la voit bien dans la chambre du dolmen, où elle passe dessous, et ici à la jonction avec une autre, ou en tout cas pas loin d'une autre qui passe au-dessus, on a une pierre qui a été aménagée en pointe. Alors j'ai vu que tu en avais trouvé 4 là-bas, c'est à Koebi, je crois, non? Sur le site précédent, il y en a aussi 3 ou 4 comme ça. Donc je pense que, et j'ai vu que j'ai posé la question à Rémi Martineau sur celle d'un hypogée qui est couché à l'entrée d'un hypogée, où je me pose sur la photo, on dirait qu'il y a une pointe. Il faudra vérifier s'il n'y a pas ce genre de choses. Et je vois qu'il semblerait que ces trucs en pointe qu'on ne connaissait pas, il en ressorte un peu partout. Il en est sorti dans la région sur d'autres domaines. Donc même sur ces failles, eh bien, si on y va l'hiver, quand il gèle, même phénomène, toutes ces failles évacuent de l'air par phénomène de convection, et on se retrouve avec des fumerolles, tout ce petit promontoire est dans la brume de l'air qui sort avec une nécropole de dolmens implantée dessus. Mais surtout des dolmens construits sur les failles. Donc ce qui veut dire qu'il y a un lien entre les deux, c'est pas juste le fait du hasard. Il y en a d'autres dans la région, Saint-Guilhem-le-Désert, le dolmen de la Rigoule, peut-être tu le connais, qui est construit sur un beau karst. Dans le Lot, le Tarn-et-Garonne plutôt, le dolmen des Casals, qui est construit sur un karst aussi qui est dessous ici, qui avait été mentionné par Pajot et Claude, et donc on ne connaissait pas bien, qu'eux avaient interprété comme utilitaire. Moi je ne crois pas une seconde à des choix utilitaires dans ce cas-là. On vient d'en trouver un autre, alors là, à savoir si c'est une hypogée qu'il y a dessous, enfin, ou une cavité sépulcrale dans un karst ou un système de faille, un dolmen qui a brûlé cet été, et un effondrement s'est produit dans cette zone. Et quand on descend dans l'effondrement, on a un karst qui part vers ici, on a des cavités là, mais c'est extrêmement dangereux parce que ça menace de s'effondrer. Et on a à l'intérieur, vers ici, un mur avec un moellon qui est construit. Donc sans doute des choses à aller chercher dans le cairn de celui-là. Et on a ici un autre effondrement qui montre que dessous il y a du soutirage et qu'il y a donc quelque chose qui est du vide. Donc les architectures aériennes peuvent masquer, ou les cairns peuvent masquer bien d'autres choses. Il y en a quelques autres. Si on va sur le Larzac à Fonttubière, que tu connais, il y a juste au-dessous un lapias. C'est juste à cet endroit où il y a le lapias avec des petites failles de surface qui vont jusqu'au dolmen de Fonttubière. Et à côté, il n'y a rien du tout, c'est du rocher à plat dans toute cette zone des deux côtés. Et si on va à Thiergues, on y est allé l'autre jour le visiter, il y a une faille de 50 cm ou 60 cm de large qui est pile sous le dolmen et qui n'a jamais été fouillé et que j'ai vu voilà, récemment. On a aussi, en lien avec le monde souterrain ou naturel, le cas particulier des grottes sépulcrales, notamment celle du cimetière dans le Gard, à la Nuit-Jousse. Bon, quand on arrive, on a une falaise avec 2 énormes blocs, bon, on ne peut pas en dire beaucoup plus. A priori, ce n'est pas marquant, mais quand on rentre dans la cavité et qu'on se retourne sur l'entrée, on se retrouve avec un énorme linteau et un mur cyclopéen qui est construit au-dessus. Et entre les deux, il y a un vestibule. Alors, je n'ai pas mis la photo, mais sur une photo que j'ai faite, il y a des graffitis sur des pierres qui sont en haut du vestibule qu'il faudra aller voir de près. Et cette cavité donc cette porte donne sur une très grande salle qui fait près de 300 mètres carrés, dans laquelle les fouilleurs du 19e ont dit qu'à chaque coup de pioche, ils sortaient un fémur ou un numérus.
où il y a quantité apparemment, il y a eu énormément d'où son nom d'ailleurs, la grotte du cimetière. Mais la particularité de cette cavité, bon, on a un pilier stalagmitique avec tout un tas de petites stalagmites autour qui a été coupé, et un aménagement en pierre verticale qui forme une espèce d'air, alors que je ne me trompe pas, qui est ici. Donc, sans doute aller revoir de plus près. Alors bon, on a aussi ces deux ici qui donnent accès à une petite galerie qui est bouchée, de 3 petites stalagmites qui ne touchent pas le plafond en fait. Et à côté, il y a des petites stalagmites aussi qui ont été cassées, dont on voit la renaissance, la reprise du spéléothème. Donc probablement quelque chose à voir avec peut-être un enterré des morts, mais peut-être pas que. Et enfin, pour finir, la grotte Auguste qui est sur le sud de l'Arzac, je ne sais pas si tu la connais, tu l'as vu. C'est je parlais à Luc parce que bon, il connaît très bien la région. C'est une grotte où les premières personnes qui sont allées, qui connaissaient l'archéologie, on se croirait en Corvat, parce qu'on a d'énormes stalagmites, ce qui est rare dans la région, qui font 10 ou 12 mètres de haut, pour certaines. Et donc, tout un tas ont été cassés pour ne garder qu'une énorme draperie. Et elle est toute noire, cette grotte, parce qu'elle est recouverte de 2 mm de suie. Et au pied de toutes ces concrétions, il y a des tas de dépôts de céramique cassée. Donc, c'est pas de l'habitat parce qu'on peut pas habiter, c'est un tas de cailloux, c'est pas habitable. Il y a eu des sépultures un peu plus bas. Donc, il y a du tesson ferrière, c'est sûr, jusqu'à l'âge du bronze. Je ne sais pas qui a fait quoi ni quand dans cette zone, mais en tout cas, il est sûr que c'est pas par hasard qu'il y a eu d'énormes feux là-dedans et qu'il y a des tas de poteries cassées au pied de ces spéléothèmes qui sont remarquables. Donc, pour résumer, on a des sociétés qui sont régies par un fort imaginaire social, des croyances dans les puissances naturelles, une vision sans doute ontologique du monde ou de ses composants. Donc, eux, ils donnent un sens à beaucoup de choses. Et de nombreux monuments qui présentent des particularités qui n'ont souvent pas été décrites par les archéologues, mais qui, à mon avis, qui marquent une imbrication forte entre certains types de monuments, ou certains monuments, et la nature de certains terrains ou certains sites. Et donc, il faudra peut-être regarder s'il n'y a pas des mises en scène de ces contextes géologiques particuliers. Moi, maintenant, on a quasiment la certitude qu'il y en a. Et alors, rechercher le sens de ce qu'ils ont voulu dire n'est pas évident, puisque par définition, le sens, on l'a perdu, vu le temps qui nous sépare d'eux. Mais je pense qu'on peut retrouver les éléments qui nous permettent si ce n'est d'avoir le sens, au moins de ceux qui ont marqué le récit qu'ils ont voulu donner au travers de ces monuments. Voilà, je vous remercie de votre attention.